devait être examiné à l'Assemblée nationale. Le texte qui faisait suite au scandale de Betaram a finalement été écarté fin février. Et hasard du calendrier, le ministre de l'Éducation, Édouard Géfré, a annoncé la semaine dernière des mesures pour mettre fin aux violences et crimes, je cite, envers les enfants dans les milieux éducatifs, en particulier à Paris. Et oui, Clara, des mesures qui font suite au signalement de violences dans des écoles parisiennes commises par des agents périscolaires sur des enfants, parfois des agressions sexuelles ou des viols. Aussi, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Géfré, a annoncé la nomination d'une défenseure des droits des enfants, Christelle Gillard. Elle aura pour mission de recevoir les réclamations des enfants, des représentants légaux ou des témoins en cas de violence ou de maltraitance commise à l'école. Par ailleurs, le ministre a annoncé aussi vouloir mettre en place une liste noire des agents écartés des établissements scolaires pour leur comportement avec des mineurs. Et pour en parler ce matin justement, Étienne, sur RCF Notre-Dame, vous recevez Violette Spielbout, députée Renaissance du Nord, l'une des deux rapporteurs de l'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire et auteur du projet de loi présenté après l'affaire Betaram. Violette Spielbout, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur RCF Notre-Dame. En France, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise, estime que 160 000 enfants sur 12 millions scolarisés sont concernés chaque année. L'école est le premier lieu où l'on signale notamment les violences intrafamiliales. C'est chaque année 80 000 informations préoccupantes et signalements à la justice pénale. Comment accueillez-vous les mesures du ministre de l'Éducation nationale alors que votre proposition de loi contre les violences scolaires a été écartée? Est-ce que vos propositions reviennent par morceaux? Je pense d'abord aux enfants, aux familles qui sont touchées par ces drames, et encore les révélations récentes dans le périscolaire à Paris montrent que ce n'est jamais terminé. Il y a toujours de nouvelles victimes, de nouvelles personnes qui osent parler, qui osent affronter ce qui est indicible, et ces violences physiques, psychologiques, sexuelles sur des enfants, ça reste inacceptable. C'est mon seul moteur, et donc toutes les mesures qui vont permettre que ça fonctionne mieux, permettre de mieux accompagner une victime, de faire stopper une violence, d'agir à l'école, dans les associations, dans tout milieu où il y a des enfants, ça sera du positif. Mais je resterai là-dessus. Est-ce qu'on perd pas du temps à faire des propositions de loi, des enquêtes, qu'on détricote pour des raisons partisanes, alors que le texte lui-même, d'emblée, était transpartisan? Alors là, vous me parlez du fonctionnement, effectivement, de l'État, de la fabrique de la loi, et bien sûr, tout ça est beaucoup trop lent, à mes yeux. J'ai mené une commission d'enquête exemplaire avec Paul Vannier pendant 6 mois, en 2025. On a écrit une proposition de loi qui est extrêmement sérieuse, légitime, travailler avec les associations de victimes, les syndicats enseignants, du public et du privé. Et effectivement, aujourd'hui, ça n'avance pas assez vite. Donc, ça peut être frustrant, ça peut être déceptif aussi pour des associations de victimes qui aujourd'hui attendent des changements sur les signalements, sur la formation des personnels, sur l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Moi, je reste très motivée sur ce sujet, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois une avancée du gouvernement, une annonce, une action, je reste vigilante. C'est mon rôle de contrôle de parlementaire auprès du gouvernement, mais je veux que en fait chaque avancée soit saluée, parce que c'est un travail, vous l'avez dit, commun, l'issue des travaux de la Ciivise, du Parlement et aussi du gouvernement. 142 parlementaires ont signé votre texte avec le député LFI Paul Vannier. C'est une proposition de loi qui vise à mieux prévenir, détecter, sanctionner les violences en milieu scolaire. Cette loi, elle contient entre autres la reconnaissance par la nation de la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. C'était pas déjà le cas ? Non, c'était pas déjà le cas, et surtout c'est une grande douleur pour les victimes qui aujourd'hui sont encore en vie et qui parfois ont subi des violences extrêmement graves, voire même de la torture lorsqu'ils étaient enfants, il y a 30, 40 ans, de voir que l'État, à son plus haut niveau, le président de la République, les premiers ministres et ministres successifs, n'ont pas fait un geste de reconnaissance collectif pour ces victimes après l'affaire Betaram, l'affaire Riomont dans ma région du Nord-Pas-de-Calais. Et je crois que ça reste une attente très forte. Alors, on a aujourd'hui un ministre de l'Éducation nationale qui se mobilise sur les violences scolaires, mais cette reconnaissance dans l'article 1 de la proposition de loi, c'est une attente très forte, une lettre,
un geste, une plaque commémorative devant des établissements. Tout sera bon pour aider à la réparation de victimes et c'est encore très attendu. Des violences en milieu scolaire et périscolaire, de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle des enseignants, des agents, des animateurs autour des enfants? Est-ce que c'est cela qui crée aussi de la complexité de ne pas savoir qui cibler en ce qui concerne les violences dont sont victimes les enfants? Alors dans notre proposition de loi, il est très clair que le contrôle de l'honorabilité des personnels qui sont embauchés au contact des enfants doit concerner bien sûr les enseignants et le personnel administratif des établissements scolaires publics, mais aussi privés, et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire des bénévoles intervenants, des associations qui peuvent venir tout au long de l'année animer des ateliers dans le cadre scolaire et périscolaire. Et vous avez raison, il y a une complexité parce qu'il y a l'enseignement public et privé en temps scolaire, mais il y a aussi le périscolaire qui dépend des mairies. Et on l'a vu dans le cadre de la mairie de Paris, mais ça va concerner tous les nouveaux maires qui viennent d'être élus. Il faut aussi que le personnel qui est embauché pour faire un atelier culturel, une sortie autour de la nature et qui regroupe des enfants, puisse contrôler les personnels qui sont embauchés, vérifier qu'ils n'ont pas été condamnés ou mis en cause dans des affaires d'agression dans d'autres endroits en France ou dans d'autres structures. Donc c'est vrai qu'il y a des passerelles à faire et ça, il faut que ça bouge dans la loi. Violette Spielbout, est-ce que c'est pas compliqué de mettre en place un contrôle d'honorabilité régulier? Aujourd'hui, il est mis en place uniquement lorsque une personne est recrutée et puis ensuite les choses se perdent un petit peu dans la nature. Comment vérifier régulièrement l'honorabilité des personnes qui travaillent à proximité de nos enfants? Alors d'abord, il y a des choses qui existent dans le milieu sportif et qui fonctionnent bien avec la production obligatoire du fichier FIJAS et du casier judiciaire dès l'embauche. Il faut que ce soit étendu à tous les autres secteurs que j'évoquais, scolaire, périscolaire, sanitaire, mais aussi culture et association. Et puis, il faut qu'il y ait des règles dans la loi, c'est ce que nous proposons pour les établissements scolaires, tous les 3 ans minimum, voire même plus fréquemment, avec un accès au fichier et une facilitation en fait des transmissions d'informations entre le public et privé, par exemple. Les 3 ans, c'est un chiffre intéressant puisque 3 ans, c'est le temps aujourd'hui où on peut oublier finalement un délit ou un crime commis par le passé. Oui, il faut absolument que ces contrôles d'honorabilité soient réguliers et soient aussi plus rapides à l'embauche. Vous savez, quand vous prenez un animateur pour un camp de vacances en été, parfois il est recruté au mois de juin pour commencer au 1er juillet. Et donc, il faut absolument que l'accès aux fichiers et la production de ces certificats d'honorabilité soient efficaces. C'est ce que veut Sarah El Haïry, la haut-commissaire à l'enfance, et c'est ce que nous voulons dans le projet de loi protection de l'enfance qui arrive là bientôt à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais alors, comment faire? Il faut créer une sorte de grand fichier national qui soit transmissible du privé au public pour que une personne coupable d'un délit dans le privé ne soit pas reconduite dans le public, par exemple. Comment est-ce qu'on suit les parcours de ces potentiels délinquants sexuels? Alors déjà, dans le domaine de l'éducation nationale, il faut étendre la durée de conservation des sanctions dans le dossier administratif de l'agent. C'est ce que nous proposons dans l'article 6 de notre proposition de loi avec Paul Vanier. Et puis, il faut effectivement une facilitation des transmissions de fichiers et d'informations entre public, privé pour l'enseignement, mais aussi avec la justice, parce qu'on a vu des trous dans la raquette dans notre commission d'enquête. Et tout ça, ça peut être aidé, bien sûr, par l'aspect technique que va mettre en place le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Famille, mais aussi par un vrai volontarisme des pouvoirs publics, parce qu'aujourd'hui, on voit que chacun se réfugie finalement derrière des règles de loi qui ne sont pas mises à jour. Et là, on va être très vigilant avec les parlementaires sur ce sujet-là. Et Violette Spielbout, comment faire le lien aussi avec la sphère associative? Le périscolaire, c'est pas seulement ce qui se passe autour de l'école, dans un temps où les enfants sont encore pris en charge dans le cadre de leur établissement. Les enfants, ils vont au conservatoire, ils vont au club de sport, ils ont toute un tas d'activités. Comment est-ce qu'on fait la passerelle pour que même la sphère associative fréquentée par nos enfants soit concernée par les mesures que vous voulez mettre en place? Mais vous avez raison, ce qu'il faut, c'est la sécurité pour chaque enfant
partout et tout au long de son parcours dans la journée, dans la semaine. Il faut rassurer les parents. Pour ça, ce qui est imaginé par le gouvernement dans le prochain projet de loi protection de l'enfance, c'est que ce soit à la personne qui va être embauchée de produire son certificat d'honorabilité qu'elle pourra télécharger sur la base de ses fichiers FIJAS et casier judiciaire. Tout ça n'est pas mis en place, donc c'est vrai qu'on va être vigilant à la fois au moment du débat sur la loi qui va arriver là au printemps, et puis au moment des décrets d'application, de l'opérationnalité, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est très long, vous avez raison. Violette Spilbout, merci d'être avec nous sur RCF, Notre-Dame, députée du Nord, co-rapporteur de cette enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire et auteur du projet de loi présenté après l'affaire Betaram. Il y a une mesure qui concerne le secret professionnel dans votre proposition de loi. L'article 9 prévoit que les ministres du culte seront désormais obligés de dénoncer les faits, y compris s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et donc lors des confessions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à dépasser le cadre qui est le vôtre et finalement ne pas respecter la séparation des églises et de l'État ? Je crois que là-dessus, nous avons tranché, nous les parlementaires de cette commission d'enquête, de tous les groupes politiques, et nous avons validé à la fois cette recommandation que lorsqu'il y a un crime, un viol, une violence sexuelle sur mineur, elles doivent être dénoncées à la justice, que finalement le sujet moral et le sujet de la protection de l'enfant soient prioritaires sur tout autre sujet, y compris celui du culte. On en a échangé avec le ministre garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui est favorable à la levée du secret de la confession dans ce cas-là. C'est dans la proposition de loi que nous portons. Aujourd'hui, ce n'est pas inscrit à l'Assemblée nationale. Donc ça provoque pas un lieu de conflit ontologique profond entre justement le rôle de l'État d'un côté et puis les droits aussi des églises ça le de l'autre. provoque, vous avez raison, et ça fait réagir. On sait que dans les discussions entre le garde des Sceaux et la conférence des évêques de France, il y a déjà eu plusieurs fois ce sujet-là. Il y a une volonté d'aller vers là, du côté en tout cas de l'ensemble des parlementaires qui représentent les Français dans toute leur diversité. Et donc je crois qu'il faut qu'il y ait ce dialogue avec les cultes sur ce sujet-là, et il faut qu'on réussisse à le faire avancer. Ça ne va pas être simple. Indépendamment du sujet technique, pour un enfant qui veut se confier à un prêtre dans le cadre d'une confession, s'il le fait, il sait que voilà, il le fait dans un cadre où sa parole sera respectée, où le secret sera garanti. Est-ce que cela ne risque pas d'empêcher certains enfants d'aller se confesser et confier justement les drames dont ils sont victimes ? Vous savez, je crois que déjà un enfant a beaucoup de mal à parler. On parle de cas extrêmement spécifiques. On parle aussi peut-être dans le cas de la confession de parents ou d'adultes qui ont connaissance d'un fait ou d'amis d'une victime qui vont venir se confier. Nous, dans notre proposition de loi, on renforce aussi les sanctions contre le délit de non-dénonciation d'un crime et d'une violence physique, psychologique, sexuelle faite sur mineur. Tous ces sujets-là, vous avez raison, peuvent interroger la moralité, le rapport à la croyance, mais il y a une réalité, c'est que lorsqu'il y a une violence... Mais aussi ça interroge la liberté de l'enfant de se confier. Oui, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est que lorsqu'un enfant est victime de violence, il faut le protéger. C'est ce qui préoccupe tous les parlementaires, parce qu'aujourd'hui, on voit des violences qui continuent, que ce soit dans le cercle familial ou dans le cercle associatif ou scolaire, et ça, c'est intolérable, et il faut en tout cas faire avancer le sujet. Un mot sur la création d'un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement pour les victimes. Cela existe au sein de l'Église catholique avec un fonds indépendant financé de manière extrajudiciaire. Est-ce que c'est ce que vous voulez mettre en place un peu sur le modèle de ce qui a été fait dans l'Église catholique ? Oui, pour beaucoup de victimes dans le cadre scolaire, en tout cas ce qui est le champ de notre commission d'enquête, le fait que l'Église ait mis en place ce fonds d'indemnisation est déjà une avancée, mais n'est pas suffisant. Il faut que l'État reconnaisse sa défaillance et puisse accompagner les victimes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut passer par le judiciaire pour obtenir réparation. Et on le voit notamment dans le cadre de la prescription de crimes prescrits, de crimes anciens. Et bien finalement, tout ça tombe dans l'oubli et ne fonctionne pas. Donc, dans notre proposition de loi, l'objectif, c'est de faire avancer aussi l'extrajudiciaire parce que tout acte de l'État
de reconnaissance, c'est un acte de réparation potentielle pour une victime qui est traumatisée à vie. Il faut le rappeler, quand on a 50, 60 ans et qu'on a vécu à l'âge de 9 ans, 10 ans, des violences intolérable, insupportable, on ne s'en remet jamais. On en est loin aujourd'hui de ce fonds indemnisation, je peux le dire, puisque notre proposition de loi n'est toujours pas programmée à l'Assemblée nationale et on n'a pas aujourd'hui de parole de reconnaissance sur toutes ces victimes qui sont par milliers dans tous les départements de France. On est à 100 signalements aujourd'hui de Paul Vannier et moi-même dans les parquets français sur des affaires de violence dans le cadre scolaire. Sur le financement de ce fonds indépendant pour justement les victimes, comment est-ce qu'il pourrait fonctionner et en quoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un fonds extrajudiciaire indépendamment de peut-être la souplesse, l'agilité, la rapidité d'exécution? Bien d'abord, ça permet à certaines victimes qui le demandent, toutes ne le demandent pas, d'avoir une aide à l'accompagnement psychologique et sanitaire des conséquences de ces violences. On voit beaucoup de victimes qui, pendant des années, sont suivies sur le plan de la santé, qui parfois ont des problèmes de dépendance, des problèmes de dépression. Et ça peut pas être pris en charge par aujourd'hui, la justice. Il n'y a pas de reconnaissance longue maladie, il n'y a pas de prise en charge par la justice parce qu'on voit les délais de la justice, 9 ans, 10 ans, pour des crimes qui ne sont pas prescrits. Et dans ceux qui sont prescrits, c'est souvent classé sans suite. La réalité, c'est ça. C'est que toutes les victimes qu'on a rencontrées, la plupart de leurs plaintes ne sont pas traitées. Grâce au signalement que nous faisons avec Paul Vannier, on a pu réactiver un certain nombre de parquets et on en est assez content. Mais c'est un tout petit morceau par rapport à toutes les victimes qui ne se sentent absolument pas accompagnées par la justice. Le garde des Sceaux a promis des mesures d'accompagnement des victimes renforcées. Et là aussi, il faut qu'on soit extrêmement vigilant et opérationnel. C'est ce qu'on a dans la proposition de loi qu'on a présentée avec Paul Vannier. Votre proposition de loi sera de nouveau proposée à la conférence des présidents à l'Assemblée nationale dans l'objectif d'être inscrit pour la semaine transpartisane du 11 mai. Est-ce que vous y croyez? On est à un an de la présidentielle. Les conflits transpartisans justement sont extrêmement violents, surtout après les élections municipales. Est-ce que ça peut, vous y croyez avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron? Alors ça, c'est difficile. C'est difficile de rester positif sur l'inscription à l'ordre du jour de notre proposition de loi transpartisane avec Paul Vannier, parce qu'on sent que finalement, les conflits entre les groupes politiques à l'Assemblée freinent tout ce qui est transpartisan. Moi, ce que je souhaite, c'est que les mesures de cette proposition de loi qui ont été travaillées sérieusement avec les ministères, avec les associations, avec le comité de suivi, les enseignants, puissent être traduites dans la loi. Si c'est dans le projet de loi Rist Darmanin,